présente les gens qui vont faire la table. Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc à cette journée de sensibilisation à la nécessité pour les établissements de santé de s'engager dans la transition écologique. Donc on va démarrer tout de suite par un temps d'introduction. Voilà. Donc avec Madame Anne Yvran de Billon de l'ARCEP, qui sera suivie du professeur Brigitte Serroussi, puis de Rudy Chouvel. Madame, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc oui, je viens de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, de la presse et de la poste. Et nous, donc, a priori, assez loin des sujets santé. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que ce n'est pas le cas, puisque nous avons lancé une nouvelle phase dans la régulation que nous menons du secteur du numérique, en lançant et en essayant de travailler sur les enjeux environnementaux et l'impact environnemental du numérique. On a tous bien sûr en tête la place qu'occupe le numérique dans nos vies. On a plein de statistiques d'augmentation du temps passé sur Internet. On est à peu près en 2020 à 20 heures en moyenne par semaine, et c'est une augmentation de 50% en quelques années. Même chose si on regarde le volume de données, à la fois sur les réseaux mobiles, qui a été multiplié par 6 en l'espace de quelques années. Réseau mobile, donc, mais aussi réseau fixe. On mesure aussi le trafic des données entrant vers les principaux fournisseurs d'accès Internet. Et là, on voit en un an une augmentation de plus de 50% du trafic de données sur ces réseaux. Donc, voilà, tout ça est une illustration, mais votre vie quotidienne suffit, j'ai envie de dire. Mais avec ces données, on voit bien que le numérique est de plus en plus prégnant dans nos modes de vie. Et en général, quand on en parle du numérique et qu'on l'associe à la thématique environnement, on a souvent tendance à se focaliser sur les externalités positives, un petit jargon d'économiste, mais sur l'impact positif qu'a le numérique sur l'environnement. On prend les exemples du télétravail, on prend les exemples des déplacements, des économies en émissions carbone qu'on fait en limitant des déplacements grâce au numérique. Je pense qu'il y a des gens en visioconférence là aujourd'hui. Donc c'est souvent ça qu'on a en tête quand on combine les deux termes numérique environnement. En réalité, en tout cas nous, ce qui nous interroge, c'est le développement des usages, le développement des volumes de données que j'ai essayé d'illustrer avec quelques chiffres, et les tendances à venir. On a en tête cette explosion des usages, on a en tête par exemple le développement du métaverse, de la réalité virtuelle, des choses comme ça. Et l'approche de l'ARCEP, c'est de se dire tout ça, ça doit nous interroger aussi sur l'impact du numérique sur l'environnement, sur le poids du numérique sur l'environnement. Et pour ce faire, l'approche d'un régulateur économique comme l'ARCEP, c'est une approche d'experts, c'est une approche qui cherche à objectiver les débats et pour pouvoir poser des diagnostics avant toute chose. Et donc, pour ça, il faut des données. Il faut des données fiables et il faut des méthodes robustes et des méthodes transparentes. Donc, quand on a commencé il y a 2 ans à s'interroger sur le sujet, à essayer de mesurer, de faire l'état des lieux des données, des méthodes existantes pour mesurer l'impact environnemental du numérique et poser donc le bon diagnostic, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Les données environnementales, les indicateurs retenus, les méthodes pour calculer les émissions de gaz à effet de serre, l'impact carbone, pour calculer la consommation électrique, éviter les doubles comptes, par exemple, parce que parfois, il y a des doubles comptes, même assez souvent.
souvent quand on mesure l'impact environnemental. On s'est rendu compte que c'était assez difficile et qu'il fallait d'abord se poser pour pouvoir apporter des éléments qui nourriraient utilement le débat, c'est-à-dire à partir de données, d'indicateurs objectifs, dont les méthodes, j'insiste sur ce point, sont transparentes et sont connues, sont vérifiables. Les méthodes de calcul, c'est important de savoir ce qu'on mesure, comment c'est fait, pour que ça puisse être vérifié, contesté, amélioré le cas échéant. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, des travaux et des conclusions de certains travaux qu'on a menés, puisqu'on s'est engagé dans une voie, encore une fois, de mesure de l'impact avant toute chose, pour pouvoir identifier les bons leviers d'action, et pas tout seul, parce que c'est un chantier de grande envergure. Donc, on a mené des travaux avec l'ADEME, une étude commune ADEME-ARCEP, dont les 2 premiers volets de mesure de l'impact environnemental du numérique en France en 2021 est sorti en début de cette année, et le dernier volet sortira à la fin de l'année sur les perspectives à plus long terme quand on cherche à mesurer l'impact. On a aussi mené des travaux de collecte de données auprès des acteurs du numérique, qu'il s'agisse des opérateurs de communication électronique, mais aussi des fabricants de terminaux. Donc, le terminal, c'est smartphone, téléviseur, tablette, tous les supports qui vous servent à accéder au numérique, et aussi auprès des data centers. Et ce n'est qu'une première étape que je décrirai rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, vous donner quelques chiffres pour vous faire prendre la mesure des points sensibles, tout en ayant en tête que dans le numérique, finalement, tout est un peu dans tout est interdépendant. Vous avez un terminal, mais si vous avez un terminal sans réseau pour permettre d'acheminer des données, ça ne sert à rien. Donc, même si, et on va le voir, une des conclusions de l'étude, c'est que la part la plus importante de l'impact environnemental du numérique, elle est liée aux terminaux, à la fabrication des terminaux et à leur utilisation, mais d'abord, avant tout, à leur fabrication. Qu'on parle de l'indicateur gaz à effet de serre, émissions carbone, qu'on parle de la consommation électrique, qu'on parle aussi d'un autre indicateur qu'on ne voit pas souvent dans les travaux sur l'impact environnemental, qui est l'épuisement des ressources de métaux, par exemple, métaux rares. Que ce soit ces 3 indicateurs-là, les terminaux et leur fabrication, c'est une part très, très importante de l'impact environnemental du numérique. Loin devant les centres de données, les fameux data centers, et encore loin devant les réseaux, ce qui sert à acheminer donc le trafic. Donc, en gros, on est, et ça, c'est une des conclusions de l'étude ADEME-ARCEP, 80% de l'impact environnemental en gaz carbone qui est lié aux terminaux, 15% aux data centers et 5% au réseau. Mais une fois qu'on a dit ça, alors ça permet de poser un diagnostic, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger l'un. Une des conclusions de tous nos travaux, c'est bien que tout est dans tout et que tout le monde doit prendre sa part, pas seulement le fabricant de terminal, pas seulement le transporteur de données, l'opérateur de réseau, et pas seulement l'utilisateur. C'est bien une démarche collective. Donc, quelques ordres de grandeur, si j'ai encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que ça représente d'après l'étude ADEME-ARCEP? Encore une fois, début de l'année 2022, l'empreinte carbone du numérique, c'est 2,5% de l'empreinte nationale, donc ce qui fait à peu près un quart de tonne, 250 kilos de CO2 par an par Français. Ça a l'air peu, 2,5%. 250 kilos de CO2 par an et par Français, c'est 1/8 de l'objectif qui est fixé par la stratégie nationale bas carbone. La stratégie nationale bas carbone, elle fixe comme objectif 2 tonnes par an par Français. Si on a 250 kilos rien que pour le numérique aujourd'hui, alors que la tendance va croissante vers les usages, vous voyez bien qu'il faut se poser tout de suite les questions et que c'est un vrai enjeu de sensibiliser et d'agir sur l'impact qu'a le numérique sur l'environnement. Je vous l'ai dit, c'est concentré à 80% sur les terminaux, le vocabulaire générique pour dire smartphone, mais aussi autres types de téléphone, téléviseur, tout type d'écran. Et concentré aussi beaucoup sur la phase de fabrication, notamment, donc c'est à 80%, encore une fois, si on décompose en fabrication, utilisation et recyclage aux fins de vie, c'est 80% sur la phase de fabrication. Si je prends un autre indicateur pour vous donner l'ampleur du sujet, ça représente le numérique 10% de la consommation électrique française annuelle. Donc, c'est quand même aujourd'hui en plus un vrai sujet, 10% de la consommation électrique. Donc, ça, c'est une petite part des résultats des travaux de l'étude ADEME-ARCEP dont l'objectif était de mesurer l'impact global.
Ce qu'on a cherché à faire, nous, ARCEP, puisqu'on a récemment eu pour mission, à travers des lois environnementales de la fin de l'année 2021, des missions et des pouvoirs étendus pour pouvoir collecter davantage de données auprès des acteurs du numérique. Normalement, notre cœur de métier, c'est les opérateurs de communication électronique. Mais pour pouvoir mesurer l'impact du numérique, ça n'a pas de sens de se focaliser que sur eux, puisque c'est vraiment un grand tout. Et donc, nos pouvoirs de collecte de données environnementales ont été étendus à tout type d'acteurs du numérique. Je vous parlais des fabricants de terminaux, mais il y a aussi, et j'ai dit des data centers, mais il y aurait aussi des équipementiers réseau, par exemple, et fournisseurs de services. Donc, comme la tâche est vraiment importante, que certains de ces acteurs sont internationaux et qu'il faut bien qu'on sache ce qu'on leur demande comme données, ce qu'il est pertinent de demander pour pouvoir produire une mesure qui ait du sens et qui soit comparable entre opérateurs et dans le temps. Ce qu'on a pu constater avec notre petite expérience de travail sur ces données environnementales, c'est que parfois, entre opérateurs ou entre acteurs, les méthodes ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, c'est assez difficile de les comparer entre eux. Et même pour un même opérateur, dans le temps, les méthodes changent. Un indicateur tout bête, on a cherché à regarder l'évolution des ventes de terminaux reconditionnés, la part de terminaux reconditionnés par les opérateurs de communication électronique et la part de terminaux recyclés. On constate que les méthodologies peuvent être différentes d'une année sur l'autre, ce qui ne permet pas d'indiquer, par exemple, une augmentation ou une stabilité, ou au contraire une baisse de cet indicateur. Donc, c'est là où on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice pour qu'il y ait de bons diagnostics. C'est le premier moyen de trouver les bons leviers. Et donc, avec ces données qu'on a collectées, on a dans le premier temps des données qu'on a collectées, la première enquête annuelle pour un numérique soutenable qu'on a publiée cette année, donc sur la base des données auprès des opérateurs de communication électronique cette fois, les 4 principaux que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on en retire comme message qui permet de poser un diagnostic et peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on pense, d'orienter quelques usages, puisque c'est plus le thème de la journée d'aujourd'hui. Premièrement, la consommation électrique des réseaux mobiles est 2 fois plus importante que celle des réseaux fixes. Autrement dit, quand vous êtes chez vous avec votre téléphone, utiliser le Wi-Fi, c'est un geste environnemental par rapport à rester en 4G, si vous êtes en 4G, voire 5G. On trouve aussi que la fibre optique est beaucoup moins gourmande en énergie que le cuivre. Donc, si vous avez un abonnement en fibre plutôt qu'un abonnement en cuivre, si vous êtes abonné, vous consommez à la fibre 4 fois moins qu'un abonné au cuivre. Et puis, on a aussi un ensemble d'indicateurs. Je vous parlais des terminaux de son poids. Donc, là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de marge d'amélioration pour ce qui concerne les terminaux et leur impact environnemental. On observe que la durée d'utilisation à distinguer de la durée de vie, c'est bien là le sujet. La durée d'utilisation de vos smartphones pourrait être largement étendue. On est sur en moyenne 2 à 3 ans de durée d'utilisation d'un smartphone, quand la durée de vie, elle est entre 5 à 10 ans. Donc, en allongeant, quand vous voyez le poids des smartphones, des terminaux en général, sur l'impact environnemental du numérique, dans l'impact environnemental du numérique, en allongeant la durée d'utilisation, en la rapprochant de la durée de vie, alors ça, c'est une action que peuvent faire les utilisateurs, mais c'est aussi une action que doivent avoir les fabricants de terminaux et de services, limiter l'obsolescence logicielle, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, donc le message, c'est nous, on cherche à apporter des données pour éclairer l'ensemble des acteurs, et c'est les fabricants, c'est les opérateurs de réseau, c'est les utilisateurs. Mais il n'y a pas que l'utilisateur qui est bien sûr responsable. Au contraire, tout le monde doit contribuer. Et une part importante se joue, un enjeu clé du débat, c'est sur les terminaux et leur utilisation. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci Madame Yvonne-Millon. Maintenant, le professeur Brigitte Serroussi, responsable de la cellule éthique du numérique en santé à la délégation ministérielle du numérique en santé. Voilà, ça fait beaucoup de numérique et beaucoup de santé. Donc, merci beaucoup. Merci, Madame, de l'introduction. Je vais être beaucoup plus rapide pour ne pas trop retarder déjà, parce qu'on a déjà un petit glissement. Alors, je voulais d'abord remercier tous les gens qui sont présents aujourd'hui lors de cet événement, et ceux qui sont nombreux à distance. Merci beaucoup. Merci de vous intéresser à ce sujet. Merci donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, de vous sentir concerné par l'urgence climatique et par l'engagement nécessaire vers un système de santé éco-responsable. Alors, cet événement, vous le savez, il vient conclure
la Semaine européenne du développement durable, qui a donné lieu à beaucoup de communication d'un certain nombre d'acteurs de tous les secteurs, et notamment des acteurs dans le secteur de la santé, avec un point d'orgue hier, avec l'annonce par le Premier ministre du plan de sobriété énergétique. Donc, nous, on est vraiment pile dans le sujet. Donc, déjà, on a coché cette case. Par ailleurs, donc, je vais revenir à cet événement de cet après-midi. Donc, je me présente, je suis Brigitte Serroussi. Je suis directrice de projet à la délégation ministérielle au numérique en santé. Je suis responsable de ce qu'on appelle la cellule éthique du numérique en santé. Alors, comme vous le savez, depuis 3 ans, au niveau du numérique en santé, il y a un gros travail qui a été fait par Dominique Pont et Laura Letourneau, qui ont mené une politique ambitieuse, tonique et vraiment dynamique autour de le numérique en santé pour engager vraiment la santé dans un virage numérique, avec aujourd'hui des résultats qui sont substantiels. Et ça, il n'y a pas que les gens de la délégation qui le disent. C'est un avis qui est partagé par un grand nombre des acteurs de l'écosystème. Alors, bien sûr, ça s'explique parce qu'il y a eu beaucoup de subventions, avec notamment le Ségur du numérique, mais il y a eu aussi, et ça je voudrais le souligner, un engagement massif de l'ensemble des acteurs de terrain. Et à nouveau, là, je voudrais vraiment vous remercier. Donc, une bonne alchimie, une volonté d'avancer ensemble et finalement des subventions pour pouvoir le faire. Je voulais aussi réinsister sur le fait que sans vous, acteurs de terrain, on ne pourrait rien faire. Et c'est vraiment parce qu'on est ensemble et collectif autour d'un même projet que les choses vont avancer. Ça a été vrai pour le numérique en santé. Il faut que ça soit vrai aussi pour le numérique en santé éco-responsable. D'où cet événement. Alors, l'éthique du numérique en santé, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose et plein de choses en même temps. C'est vrai que quand on prononce ce libellé, il n'y a pas le même sens qui se dessine dans les esprits des uns et des autres. Alors, c'est quelque chose de, je dirais peut-être récent, en tout cas formellement, c'est quelque chose de récent, puisque le terme est apparu par la première fois dans un texte de loi en 2019, ce texte de loi qui était relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qu'on a appelé plus communément Ma Santé 2022. Alors, dès le début, donc dès 2019, la DNS s'est engagée sur une vision éthique du numérique en santé. On ne pouvait pas porter d'un côté la promotion du numérique en santé et de l'autre côté de ne pas s'intéresser aux travers éventuels que le numérique en santé pouvait avoir. Donc, on a tout de suite eu cette cellule du numérique en santé et on travaille, et on continue à travailler sur l'élaboration d'un cadre de valeurs pour le numérique en santé, et ceci avec, non pas en chambre, entre moi et les autres au sein de la délégation, mais vraiment avec tous les acteurs de l'écosystème. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de référentiels qui sont constitués de critères qui permettent de contrôler l'éthique des outils et des services du numérique en santé. Alors, c'est quoi ? Ça va être l'éthique des applis de santé, ça va être l'éthique des logiciels des cabinets de ville, ça va être l'éthique des systèmes d'information hospitaliers, là ça commence à vous intéresser un peu, et des établissements et services du secteur social et médico-social. Alors, ces critères, ces référentiels, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'ils ont vocation à devenir opposables. C'est déjà le cas avec les applis de santé qui candidatent pour être référencés dans le store d'applications de Mon Espace Santé. Il y a un chapitre éthique avec des critères développement durable, notamment le calcul d'un éco-score, de l'impact environnemental des applis. Et ça va être aussi le cas, ça je pense que vous êtes au courant, des systèmes d'information hospitaliers dans le cadre de la certification Mathurin. Il y a une dimension éthique avec également des critères de développement durable. Donc, l'éthique, vous le savez aussi sans doute, est habituellement incarnée dans 4 valeurs: la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie, la justice. Et la non-malfaisance, c'est ce qu'on appelle le primum non nocere, ou en premier, ne pas nuire. Ça correspond exactement à la préoccupation écologique et de développement durable dans le cadre du numérique en santé. Parce qu'avec le numérique en santé, on est dans une situation un peu paradoxale, puisque d'une part, on a la volonté de promouvoir le numérique en santé et de développer les usages. Et de l'autre côté, en fait, on sait que le numérique en général et le numérique en santé en particulier a un impact environnemental. Donc, on est entre, finalement, promouvoir le numérique, puis finalement, retenir un petit peu le numérique. Alors, on est dans une gestion assez classique en santé de rapport bénéfice-risque qui nous conduit donc à être vigilants sur le développement du numérique en santé avec un focus
sur la fabrication, puisque ça a été dit tout à l'heure, les terminaux, c'est 80% de l'impact, mais la fabrication, c'est 75%. Donc, il y a un focus sur la fabrication et il y a aussi la promotion des usages d'un numérique nécessaire, d'un numérique utile. Donc, on va en parler aujourd'hui, notamment dans les 2 tables rondes qui suivront. L'éclairage qui sera donné par les keynotes, le premier par Sarah Ouanon et le deuxième par Nathalie Bodinière, qui vont couvrir tous ces sujets. Donc, on va voir ensemble toutes les étapes qui nécessitent d'être analysées à l'aune d'une réflexion sur la définition du besoin. De quoi a-t-on besoin réellement pour être dans un numérique utile? Il faut s'interroger sur le besoin, avec donc le côté achat responsable, sobriété numérique, gestion de la fin de vie, avec la réutilisation, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce que on arrête de s'en servir que c'est la fin de vie. Donc, il faut explorer, se donner les moyens d'explorer une seconde vie et le recyclage. Et puis, sur les usages, il y a les règles simples qui valent sur tous les numériques, mais également sur le numérique en santé, éteindre son ordinateur, gérer les mails sans trop de destinataires, sans pièces jointes, etc. Et il y a aussi la vigilance sur les data centers pour optimiser la performance énergétique. Alors, il y a peut-être des règles qui sont plus spécifiques à la santé et qui sont en rapport avec ce qu'on appelle la pertinence des soins. Donc, c'est vrai que si, avant de faire un examen complémentaire, avant de faire une intervention chirurgicale ou les modalités d'intervention chirurgicale, on s'interroge sur est-ce nécessaire, est-ce utile, est-ce que ça s'inscrit dans l'état de l'art? Là, en fait, on aura mécaniquement un moindre recours au numérique et donc une économie. Alors, ça ne veut pas, bien sûr, dire qu'il s'agit de limiter les soins, parce que c'est vrai que quand on a ce discours, il peut y avoir une glissade et dire « Ah oui, maintenant, il faut limiter les soins ». Non, pas du tout. Mais peut-être se dire que c'est plus open bar et que faire attention à ce qu'on a vraiment besoin de faire, c'est important aujourd'hui. Donc, pour reprendre le Shift Project avec une petite dédicace à Laurie Marot qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui avec nous. Donc, le Shift Project qui écrit dans son rapport « Décarboner la santé pour soigner durablement ». Alors, je dis, et ensemble, j'espère qu'on le dit, décarbonons la santé pour soigner durablement et équitablement. Et je vous souhaite une très bonne après-midi avec des discussions et des débats qui soient le plus fructueux possible. Merci, Madame Serroussi. Et je passe la parole à Rudy Chouvel de la FHF, qui est responsable adjoint du pôle OFF. Donc, vous avez la déclinaison là sur la présentation. Oui. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, tout d'abord, au nom de la FHF, je voulais quand même témoigner un grand merci à la délégation du numérique en santé, à l'agence du numérique en santé, en particulier Brigitte Serroussi et Nathalie Bodinière, et leurs collègues Laurane, Antoine, Léonard et Christophe, sans qui, honnêtement, les challenges ni l'événement n'auraient pu avoir lieu. Donc, je vous en remercie. Et merci à l'ARCEP, bien entendu. Donc, 2 temps, effectivement, l'un consacré à la transition écologique en santé et l'autre à la sobriété numérique, car les établissements de santé, je vais surtout insister sur cette partie, sont très engagés dans la transition écologique en général. De nombreux exemples d'ailleurs peuvent illustrer cette prise de conscience et cet engagement. Je vais en donner quelques-uns quand même pour vous donner une idée de ce que ça représente un peu la transition écologique en santé. Donc vous avez les CHU en général, bien entendu, pas seulement, mais vous avez une publication récente de la conférence des DG de CHU qui est assez finalement qui donne pas mal d'exemples de ce qui peut se faire dans les CHU. Vous avez le CH de Niort aussi qui fait figure de précurseur parmi d'autres. Vous avez des initiatives remarquables comme le CH de Saint-Lô sur la restauration, par exemple, sur le CHU de Nancy sur les achats et la mobilité. Vous avez Strasbourg et l'hôpital Tenon sur les blocs, par exemple, un exemple parmi d'autres, mais je pense qu'il vous sera présenté, ils vous seront présentés tout à l'heure. Et le CHU de Bordeaux, par exemple, avec son guide des unités durables, qui est un sujet très intéressant. Un dernier exemple ultramarin, la Réunion et la Polynésie pour leur système de refroidissement à l'eau de mer qui est assez innovant. Bref, je ne vais pas non plus vous faire une liste, donc je m'arrête là. Il est évident que dans la transition écologique en santé, la sobriété numérique a sa place. Madame Yvonne Billon et professeur Serroussi l'ont démontré, mais elle reste encore relativement méconnue dans la plupart des établissements.
même si certains, comme le CHU de Bordeaux par exemple, se sont vraiment engagés dessus. On avait donc réfléchi à la meilleure façon d'engager les établissements de santé et d'opérer une prise de conscience pas à pas. Et c'est ainsi que les idées du challenge EcoScore et du challenge de suppression de mails sont arrivées. Alors bon, cette idée de challenge de suppression de mail ne vient pas non plus de nulle part, car elle est en fait issue d'une action que j'avais pu mener au centre hospitalier de Moulins-Isère avec notre DSI Guillaume Brun, qui nous a d'ailleurs aidé sur le sujet. Et le challenge s'appelait le Vendredi et avait lieu, comme son nom l'indique, le vendredi. J'avais eu, comme vous pouvez le constater, une fulgurance pour le nom que je me suis bien gardé de répéter. Donc, nous étions en tout cas bien conscients avec la DNS et l'ANS que finalement, la suppression de mail n'est pas l'alpha, l'oméga et la bêta de la sobriété numérique, mais c'était pour nous un premier pas vers une prise de conscience globale et un premier point d'entrée qui nous semblait intéressant pour rassembler les établissements de santé autour de ce sujet. Le proposer lors de la Semaine européenne du développement durable qui s'achève aujourd'hui a permis aux établissements de profiter de cet événement annuel qui se répète vraiment tous les ans pour inscrire le numérique dans les esprits et plus largement dans la transition écologique en santé. Comme vous le savez ou vous pouvez sans doute vous en douter, la transition écologique en santé est un sujet très vaste. La Fédération hospitalière de France, qui représente l'ensemble des hôpitaux publics et des établissements médico-sociaux publics, s'est engagé dans ce sujet il y a quelques temps déjà. On a conduit de nombreuses actions, on a créé un comité pluridisciplinaire qui est consacré à ce sujet, qui est présidé par le professeur Patrick Pessot, qui interviendra tout à l'heure. On a aussi lancé une série de webinaires pour un peu mettre les établissements de santé à niveau, chacun étant à un niveau différent. Je vous parlais de Nancy, Bordeaux, Niort, qui sont très avancés, mais vous en avez d'autres qui sont quand même beaucoup plus éloignés de ces sujets. Parmi les thèmes, il y avait donc les achats, la restauration, les mobilités. Hier, il y avait notre avant-dernier webinaire de l'année sur les blocs durables, avec notamment Patrick et Mehdi qui vont intervenir tout à l'heure. Un prix a été remis à Santexpo cette année, il sera relancé l'an prochain, qui met en valeur trois expériences vraiment remarquables. Évidemment, le rôle de la FHF dans ce sujet, mais dans d'autres, c'est aussi de faire des propositions. Et donc, nous avons fait de nombreuses propositions à l'attention des pouvoirs publics et d'ici une semaine, des propositions sur la sobriété énergétique paraîtront. Peut-être quelques chiffres pour terminer, je vais rendre peut-être la parole. Donc, 700 000 tonnes de déchets, 1,5 milliard de repas. Voilà, ce sont les établissements publics de santé, les établissements de santé publics ou privés d'ailleurs, 12% de la consommation énergétique du secteur tertiaire également. Pour les seuls hôpitaux publics, 25 milliards d'euros d'achats par an. Voilà, bref. Les hôpitaux polluent, les hôpitaux consomment, mais les hôpitaux veulent s'améliorer et réduire cet impact. Et c'est justement l'objet de cette première table ronde qui sera précédée d'une intervention inspirante venue du Royaume-Uni. Mais je cède la parole dans un instant à Monsieur Pierre Desrouches qui pourra, bien sûr, que je remercie d'ailleurs pour l'animation de la journée. Et je remercie enfin nos intervenants pour leur disponibilité et leur présence. Et je vous souhaite un excellent événement à tous. Merci Monsieur Chouvel. Merci à tous les trois pour cette présentation, pour ce rappel des enjeux.